Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec beaucoup d'émotions aujourd'hui. D'abord parce que nous lançons officiellement la deuxième saison du podcast Café Ciné, mais surtout parce que nous avons un invité de marque aujourd'hui avec nous, Jean-Baptiste Durand. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est réalisateur, acteur, scénariste, technicien et il a encore bien d'autres casquettes. Du côté Obscura, aujourd'hui, ça va se passer avec moi-même, Noémie. Vous me connaissez déjà puisque j'étais déjà présente lors de la saison 1. Et puis, on repart pour de nouvelles aventures finalement. Et ça sera aussi avec moi, Kitty. Je suis une première année. J'ai rejoint la Team Obscura cette année et je suis prête à me démener pour trouver les meilleurs invités et surtout vous donner un contenu de qualité. Donc aujourd'hui, on va parler de Jean-Baptiste, de son histoire, de ses projets et d'une passion commune, le cinéma. Donc pour commencer, on va te laisser te présenter Jean-Baptiste. Bonjour, je sais pas si je suis, Marc, mais un invité de marque. Je m'appelle Jean-Baptiste Durand, je suis, auteur-réalisateur et récemment, acteur et j'ai fait mes études à Montpellier. J'imagine que c'est, aussi pour ça que vous me proposez de venir vous rencontrer j'y suis resté parce que j'aime bien Montpellier, que j'y suis bien et donc je travaille à Montpellier, même si je me déplace pas mal et je sais pas encore ce qui m'attend dans ce podcast donc je vous laisse, me poser des questions pour que je me présente, au mieux. Ok, Kitty, je te laisse ouvrir le bal. Ok. Alors, est-ce que ça te dérangerait de nous parler de ton parcours un peu depuis le début de tes études supérieures, on va dire? Est-ce que le cinéma, ça a été direct ou pas du tout? OK. Ah études supérieures à partir de quand j'ai eu, miraculeusement le bac, c'est ça? On va dire ça, oui. OK. Bon, j'ai eu miraculeusement le bac au rattrapage, je crois que j'avais 70 points à rattraper, donc parce que j'étais vraiment pas bon, à l'école et heureusement le rattrapage c'est à l'oral et je suis meilleur à l'oral, bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Donc je l'ai eu et hem et je savais pas du tout quoi faire dans la vie et je sais que les profs avaient dit à mes parents que j'étais un créatif, mais même moi, je savais pas ce que j'étais, je savais pas ce que je voulais. Mais je savais que j'aimais bien dessiner, mais de là à en faire un métier, on n'y était pas, quoi. Donc ouais, c'est vraiment mes parents qui m'ont proposé des études parce que moi, j'avais pas d'idée, de perspective, je savais que mettre mon cul sur les bancs de la fac, c'était hors de question, c'était pas possible, je serais devenu, je serais mort, quoi. Donc tout ce qui ressemblait à quelque chose de scolaire, c'était une allergie et donc on m'a proposé, ils m'ont dit: «Tiens, art appliqué, ça peut être bien, c'est de l'art et en même temps ça donne un métier», parce que l'idée c'était d'avoir un métier. Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué et heu et malheureusement, mon allergie au système scolaire était une réelle allergie et je m'en suis rendu compte, cette année-là. C'est-à-dire que toutes les matières un peu scolaires, j'étais encore sur des bancs avec un bureau, avec, du français, de l'anglais, des maths. Et il y avait du dessin quand même parce que c'était de l'art appliqué, donc il y avait quelques matières, artistiques et en vrai, je m'épanouissais que dans les matières artistiques et toutes les matières scolaires, ça me rendait dingue et j'étais plus capable de faire je faisais même plus l'effort, quoi. Donc ça s'est assez, mal passé du côté, de ces matières-là et correctement du côté des dessins et en tout cas, je travaillais comme un acharné parce que quand je trouvais le sens, donc en dessin, en peinture et toutes ces matières-là et donc à la fin de l'année, il y avait quelque chose qui était assez évident, c'est que je devais faire quelque chose qui était, purement et simplement, de l'art, quoi, donc j'ai eu l'idée de passer le concours des beaux-arts. J'ai passé qu'à Montpellier parce que je me voyais pas aller ailleurs. C'était complètement stupide de ma part parce que mais bon, j'ai fait ça et j'ai eu le concours. Je sais qu'il y avait beaucoup de candidats, je crois qu'on était 300 et qu'ils en prenaient une trentaine, donc il y avait quand même, peu de place, mais bon, je l'ai eu. Et à partir de là, c'était un peu une révélation et une évidence que ma vie devait, être autour de l'art. Après, qu'est-ce que je ferais exactement? J'en savais rien. Mais, mon envie, si tant est que j'en ai une, c'était de devenir artiste, quoi. Donc, peintre, dessinateur, et donc à partir de ma rentrée aux Beaux-Arts, donc c'était en 2005, j'ai travaillé comme un acharné parce que et tout d'un coup, il y avait du sens pour moi et je pense que quand il y a pas de sens, je suis pas capable de faire semblant et c'est pour ça que j'étais nul à l'école parce que je voyais pas le sens et être un petit soldat, c'est pas trop mon truc
Et à partir des beaux-arts où j'ai trouvé le sens, où ça résonnait en moi, le pourquoi je fais ça et pourquoi je dois me lever le matin, ben, j'étais heureux de me lever tous les matins, j'arrivais à l'heure à l'école, j'étais à fond, j'étais hyper impliqué et tout. Et donc et tout d'un coup, je rencontrais les camarades, qui avaient, les mêmes, passions que moi, les mêmes goûts, on parlait le même langage, donc c'était génial. Bah, j'étais toujours très connecté à mes potes du village. Ça a jamais déconnecté. Et pendant mon cursus aux Beaux-Arts, donc les Beaux-Arts de Montpellier, je sais pas si c'est en je crois que c'est encore un peu comme ça. La singularité de cette école, c'est que c'est pluridisciplinaire. On est vraiment obligé de toucher à toutes les disciplines. Donc je vais pas Ouais. toutes les faire, mais la photo, la peinture, la sculpture, la gravure, la sérigraphie, l'installation, le son, la vidéo, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'art contemporain. Et dans l'art contemporain, il y a de la vidéo. Et et donc moi, j'étais un peu à fond, dessin peinture. Mais bon, j'étais un bon élève, obéissant, donc du coup, quand on m'a obligé à faire une vidéo, film quoi, je l'ai fait. Mais après, moi, ça me parlait pas du tout a priori. Sur le papier, moi, j'étais vraiment je sortais à peine de mon village quoi, et j'étais, pas geek du tout, donc j'avais pas d'ordinateur, caméra, j'avais jamais touché ça de ma vie, donc tout ce qui est technologie, moi, ça me faisait peur, ça me fait encore peur, ça m'énerve, hein, ça me fait plus peur, ça m'énerve, mais en tout cas, ça me faisait peur. Et donc la vidéo, a priori comme ça, je disais, «Bon, je le fais parce qu'il faut le faire, mais ça me parle pas». Et bah, finalement, ça m'a parlé et j'ai kiffé de fou. Le montage, la prise de vue, faire l'acteur parce que vu que j'avais pas d'acteur, je jouais dedans et surtout le Ouais. montage, ce truc, de raconter avec des images qui s'enchaînent, il y a du son, il y a de la musique. Et donc en fait, il y a eu cette révélation, pendant le parcours aux Beaux-Arts d'aimer, les faire des films. Et donc j'en ai fait un autre et un autre et un autre, jusqu'à passer mon diplôme de 5e année avec uniquement un film de fiction. Et c'était évident, moi, la vidéo d'art, c'était pas pour moi, mais en tout cas, j'aimais raconter des histoires, jouer, enfin faire, du cinéma, quoi. Et j'étais même pas au courant que j'étais en train de me former à faire du cinéma. Pour moi, je faisais ce film-là, je kiffais, j'avais cette idée-là, je le faisais, puis je faisais ce film-là, puis je faisais ce film-là. Et sorti de l'école, j'en avais fait 4 ou 5. Et après, je me suis formé un peu sur le tas, en étant technicien sur des tournages. Et en sortant de l'école, j'avais pris cette décision que je voulais faire du cinéma dans ma vie et réaliser des films. Donc après, je me suis formé comme un autodidacte, à lire des bouquins, regarder des films et aller sur les plateaux pour voir comment ça se passe et travailler, quoi. OK. Moi, par rapport à ça, je me demande, est-ce qu'on peut encore trouver, tes premiers films? Ah, j'ai fait un tri quand même parce que je suis pas fada. Il y en a qui sont beaucoup aussi, d'autant que je joue dedans, j'avais des cheveux à l'époque. Non, ouais, je pense qu'il y en a qui ont disparu en vrai, que j'aurais, bien aimé, faudrait que j'aille à l'école des beaux-arts, voir si ça se trouve ils en ont gardé. Mais je pense qu'il y en a qui ont disparu, mais ouais, on peut les trouver si on cherche bien. Je vais pas dire les titres, mais j'en ai fait beaucoup en plus, des petites conneries, des geek-on, des petits courts métrages, comme ça. Mes films des beaux-arts, bah, franchement, je crois qu'ils sont durs à même moi, j'aurais du mal à les trouver. Et mon premier film, visible, professionnel, c'est Le Nez de Roumanie, un court métrage que j'ai fait, 3 ans après la sortie de l'école. Je pense qu'il y a moyen pour les forts, les geeks, il y a moyen. Je donnerai aucun indice, on va comment les trouver. On va engager une équipe. Bah, du coup, est-ce que c'est compliqué de réaliser et de jouer dans son propre film ou court métrage? Bah, de compliqué, ça dépend les ambitions qu'on met, quoi. Sinon réaliser, a priori, c'est prendre une image, du son et diriger un acteur ou une actrice, quoi. Donc c'est compliqué quand on est ambitieux, mais c'est suffisamment, passionnant et porté par un désir fort pour, qu'on y mette les efforts et le courage. Et après jouer et réaliser en même temps, je l'ai fait que de manière un peu amateur, à l'époque de mes courts métrages, où j'ai débuté, mais je trouvais ça assez, ouais, plutôt bien. C'était, une façon de mettre en scène de l'intérieur. Heu, c'était une façon d'être à l'intérieur de son film et de le diriger de l'intérieur. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Je l'ai fait 2 fois aux Beaux-Arts, 3 fois, 4 fois. Mais après, je l'ai pas fait de manière plus pro, ou alors je jouais dans une petite scène comme ça par là, quoi. Mais
Non, je pense que c'est quelque chose qui pourrait même me retenter de faire un jour, dans un projet plus conséquent. D'autant que là, en ce moment, je fais l'acteur, là, on m'a proposé pas mal, donc j'apprends un peu à jouer devant la caméra. Donc non, ça peut être une perspective, au moins sur, un film un jour. Tu as dit que justement, quand on est ambitieux, oui, certes, c'est compliqué, mais on peut réussir. Est-ce que pour toi, quand on est à Montpellier, il faut être le plus motivé ou le meilleur dans son domaine pour réussir? Alors déjà, quand j'ai dit ambitieux, c'est pas ambitieux en termes, carriéristes. Ambitieux, c'est artistiquement sur un projet donné. C'est-à-dire, j'ai envie que mon film, il soit fort, il soit impactant, il soit poétique, il soit bon. Je sais pas si je suis ambitieux moi. Évidemment que j'ai envie de, en tout cas, vivre de mon travail et de faire des films qui bousculent quelque chose, donc ouais, qui apportent une poésie, qui apportent un point de vue sur le monde et qui parlent d'amour quoi, dans le sens large. Ça, c'est mon ambition. Après, il faut pas confondre ambition et carrière quoi. À chaque film, je suis hyper ambitieux. Donc là, je suis hyper ambitieux pour celui que je suis en train d'écrire. Après, je vais quand même connecter à votre question. Je sais qu'un de mes profs des beaux-arts m'avait dit, qu'il fallait monter à Paris et que je l'avais un peu fait mentir parce qu'on s'était revus 3 4 ans après ma sortie d'école et que je l'avais fait un peu fait mentir en étant resté moi, ça a toujours été une espèce de conviction profonde que je devais rester à Montpellier et soit j'étais fou, soit j'étais naïf, soit j'étais lucide, mais jamais ça n'a traversé mon esprit de partir pour réussir. Donc je vais pas l'intellectualiser ou essayer de l'expliquer. Ça n'a pas été une seule fois, j'ai même pas eu, 1 de l'idée dans ma tête de partir quelque part, à Paris encore moins, pour, continuer ma carrière, me faire des contacts et machin. Moi, je restais à Montpellier, je faisais mes films et en plus, je fais un travail qui est très connecté au territoire. Donc bah, il y avait des techniciens dans la région, j'avais des copains, des copines. Donc je commençais à faire mes films avec mes potes et j'ai toujours pensé, mais sans vraiment le formuler, que si on fait les choses, avec des gens, qu'on aime, qui sont talentueux, parce qu'il y a pas qu'à Paris qu'il y a des gens talentueux, heu, bah, tôt ou tard, ça fonctionne, quoi. Et après, c'était pas très en fait, c'était pas stratégique, c'était vraiment organique, quoi. C'était, Mmh. connecté à mon intuition profonde que j'étais bien là et que si j'étais bien, je serais heureux, si j'étais heureux, je serais bon. Et j'ai des choses à raconter et puis après je me donne les moyens. On n'est pas dans le en fait, le rêve, parisien, je le comprends dans les années 2000, 90, 80, 70 et on peut remonter le temps. Il y avait pas internet, il y avait pas le TGV. Aujourd'hui, on a internet, on a le TGV. S'il faut aller à Paris, presque la veille pour le lendemain, on peut y aller. Parce qu'évidemment, il y a plus de monde à Paris, donc j'ai régulièrement des rendez-vous là-bas. Mais ça pour moi, aujourd'hui, ça pose pas de problème et à un moment donné, il fallait que des acteurs des territoires et des acteurs artistiques, assument un peu ça, quoi. Et donc moi, sans, sans être, un quelconque porte-parole, j'ai fait partie de ces gens qui ont, pris cette décision de rester en région, de l'assumer et même de le dire haut et fort. Ouais. Et j'ai continué ça à travers mon parcours, quoi. Jusqu'à la réalisation de mon premier long et voilà. Tu viens de parler d'amitié. On a remarqué que la notion d'amitié, elle était au centre de ton travail, mais pourquoi? Parce qu'elle est au centre de ma vie et que quand je parle d'amitié, c'est moi j'aime bien parler d'amour au sens large, dans son sens absolu, c'est d'aimer les gens avec qui on travaille, mais d'aimer, ça contient de la bienveillance, du respect, de l'altruisme, de l'amour, de l'amitié, de la camaraderie, c'est un mot, qui contient beaucoup de choses. Mais, évidemment qu'elle est au centre, après, je suis pas non plus là à travailler avec tous mes potes, machin, c'est un mélange de gens que j'ai connus, qui étaient mes amis, qui sont devenus mes collaborateurs, des collaborateurs que j'ai connus sur des tournages, qui sont devenus aussi des amis avec le temps, parce que je suis quelqu'un d'assez, entier dans l'amitié, quoi. Mais ouais, je pense que c'est très important de travailler avec des gens qu'on aime. Après, bon, sur mes films, des fois, j'ai rencontré certains techniciens ou techniciennes, 1 mois ou 2 avant le tournage et ça n'empêche pas de créer un lien qui soit sincère, qui soit beau humainement et de vouloir s'entourer. Moi, en tout cas, l'aspect humain d'avoir des gens qui sont des belles personnes, qui se comportent bien, qui sont respectueux, qui ont de l'humour, qui aiment les gens, c'est important dans le recrutement, quoi, quand je m'entoure. Et donc ça reste au centre parce que c'est mes valeurs et que je suis assez connecté à mes valeurs, à qui je suis et voilà,
sectaire dans les valeurs. C'est des valeurs humaines, assez larges et a priori positives. Qui se perdent un peu dans la vraie vie d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bah, littéralement, oui. Et même dans le professionnel. C'est vrai. Ah ouais, je sais pas, voilà. Franchement, à chaque fois que je fais un tournage, là, ça fait, 4-5 films que je fais comme acteur, j'ai rencontré que des équipes trop chouettes, avec des gens qui ont un peu cette même mentalité. Là, j'étais sur le film d'Alain Guiraudy, c'était génial, les gens, c'est que des trop belles personnes. Miséricorde. Miséricorde, là, la Danse des renards cet été, c'était exceptionnel avec une bande d'ados, de jeunes et d'ados et puis une équipe technique qui était géniale. Là, le film sur lequel je suis en ce moment, là, en Vendée, pareil, tout le monde est donc je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on attire aussi des gens, à qui on ressemble, quoi. Que non, moi, je suis plutôt un optimiste, hein, faut se déconnecter des fois des réseaux sociaux, pour ça, hein, parce que là, à chaque fois que je rentre sur Instagram, Facebook et tout, je vis des voilà. Mais sinon, dans la vraie vie avec les vrais humains, je trouve qu'il y a quand même plein de belles personnes. Faut faire la chasse aux cons, quoi. Oui, complètement. Si. Ben, justement, en parlant de technologie et de réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est, l'avenir du cinéma dans un futur proche ou lointain? Ah, vous m'avez pris pour un devin? Non, mais selon toi? Et ben, je peux pas dire ce que je pense que ça sera à l'avenir, je peux te dire ce que j'espère, mais bah, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose, que l'avènement des réseaux sociaux et des plateformes, même si, effectivement la salle de cinéma perd un peu de son importance ou qu'en tout cas il y a plein de moyens de diffuser des films. Moi j'ai l'impression que ça ouvre la voie à des gens qui sont pas forcément de milieux favorisés, que ça donne la possibilité à beaucoup de gens, et de toutes les classes sociales, en tout cas plus qu'avant, de parvenir à faire ce métier parce que du moment qu'on a quelque chose à dire, par une porte ou par une autre, on y arrive à un moment donné, je pense. Et en fait, bah, je sais que ceux qui ont fait, je sais plus comment il s'appelle, Guillaume, alors j'ai oublié le nom, ceux qui ont fait Balles perdues, par exemple, que je pense que c'est un cinéaste qui a été sauvé par Netflix. Parce que son type de cinéma était très dur à financer dans le cinéma français. Je pense qu'il y en a chaque plateforme, en fait, va libérer des formes d'art et des artistes. Et la salle de cinéma, c'est une typologie évidemment multiple et protéiforme, mais la plateforme, c'est une autre typologie aussi de cinéaste, pour raconter des choses et qui touche un autre public aussi. Moi, je trouve que ça a créé une nouvelle cinéphilie, quoi. Il y avait une Mmh perte mh. de la cinéphilie et puis j'ai l'impression que même si c'est une cinéphilie, qui va dans une direction ou dans une autre, hein, je juge pas moi, je suis assez, ouvert là-dessus. Mais en tout cas, les gens regardent beaucoup de contenu. Après, bah, ça il y a de la série, il y a du long métrage. Je pense pas que le long métrage disparaîtra. Je pense qu'il y aura toujours un public pour des gens qui ont envie de voir des films, qui se passent sur un temps d'1 heure et demie, 2 heures, d'autres ça n'empêche pas qu'on veuille regarder des séries qui font, 5 saisons et qu'on aime, moi je me régale autant à regarder des mini métrages, des sketchs sur TikTok, même des fois le temps d'une story sur Insta, tu des choses hyper chouettes, et je peux voir un film de 2 heures hyper chiant, que j'adore et une série de 5 saisons. Donc je crois pas que enfin, dès qu'en fait ça c'est le mentalité contemporaine, si on aime, Mbappé, il faut tester, ou si on aime, Giroud, il faut détester, Benzema. Si on aime, Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'on n'aime pas Messi. Si on aime les séries, c'est-à-dire qu'on n'aime pas le cinéma. Si on a Netflix, c'est-à-dire qu'on va pas en salle. On peut aussi, combiner les plaisirs, quoi, moi j'aime, personnellement, Cristiano Ronaldo et Messi et puis, j'aime regarder les films sur mon portable, sur mon ordinateur et en salle de cinéma. Et évidemment, quand je regarde un film sur mon ordi, des fois je me dis: «Tiens, ça aurait été mieux en salle». Bon, beh, au moins je l'ai vu, quoi. Complètement. Je sais pas si ça a répondu à votre question, mais Largement, oui. Et moi, j'ai une question. Mais justement, on vient de parler, par exemple, quand tu regardes un film sur ton ordi ou en salle de cinéma, est-ce qu'il y a un certain genre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire vers les films que tu vas regarder? Est-ce que, par exemple, dans le style de je vais dire production, est-ce qu'il y a pardon, vas-y. un style de production, par exemple, ou autre chose? Non, moi, mon style, c'est j'espère que le film va être bien, quoi. J'avais pas de passion pour le cinéma quand j'étais, gamin ou ado. Moi, j'aimais le foot, quoi, j'étais vraiment, centré sur le foot. Du coup, quand je regarde un film, j'espère que, je vais prendre du plaisir, que je vais être impacté, touché, mais alors, ça peut être une comédie familiale, comédie romantique, un film de science-fiction, un drame social, du moment qu'il est bon et qui m'impacte,
Voilà, donc c'est ça que j'espère quand je regarde un film. Après, de le mettre, sur mon ordi ou alors, choisir d'aller en salle, ça dépend la plupart du temps plutôt de mon emploi du temps que d'une conviction, esthétique, hein. D'accord. Là, j'ai regardé, sur les plateformes, des films que j'avais pas pu voir en salle où je me dis: «Ah putain, c'est vrai que, je le vois». Bon, mais je vais pas attendre qu'il y ait une rétrospective de l'auteur, à la cinémathèque pour le voir, je vais le regarder sur mon ordi. Après chez moi, j'ai installé un Vidéoproche, donc il y a des films où je mais bon, là, par exemple, je suis pendant ça fait un mois et demi que je suis en Vendée, j'ai mon ordinateur et je vois pas mal de films sur mon ordi et je pense que si un film est bon, il est bon aussi, sur l'ordi, hein. Mais tout en sachant qu'évidemment, j'aurais, préféré le plaisir de le voir en salle. Du coup, est-ce que, tu as un film coup de cœur 2024? Hem, oh, ce serait dur d'en dire un. Mais bon, coup de cœur parce que j'aime beaucoup la réalisatrice, je trouve qu'elle est très douée, que c'est un film fait, de manière, bah, très il y avait un budget très petit, c'est L'Homme d'argile. Le dernier coup de cœur que j'ai eu en salle, c'est Le Royaume de merde, comment il s'appelle? Ça va m'échapper le nom. Bon, tant pis, Le Royaume, exceptionnel, heu et mon dernier coup de cœur que j'ai eu, sur mon ordinateur, c'est La Bête de Bertrand Bonello. Ah ouais, tu cherches Le Royaume, je te vois. Julien Colonna, Le Royaume. Voilà, exceptionnel. Donc L'Homme d'argile d'Anaïs Tellen, c'est le coup de cœur qui me vient comme ça, et c'est un premier long métrage. Dernier coup de cœur en salle, Le Royaume. Dernier coup de cœur sur mon ordi, La Bête. Voilà, mais j'en ai peut-être oublié. C'est pas grave, c'était du tac au tac. Moi, j'en avais une. Tu as fait les beaux-arts et donc du coup, est-ce que le sens esthétique dans tes films et dans tes réalisations, c'est quelque chose qui est très important? Oui, mais je pense que c'est pas parce que j'ai fait les beaux-arts, je pense que ça, c'est une question de sensibilité. Au contraire, les beaux-arts, alors à l'époque où je les ai faits, la beauté, c'était un mot à proscrire. OK. Donc la beauté ou l'esthétique, donc ouais, ouais, c'était l'idée que pas rentrer là-dedans. Mais du coup, non, le sens esthétique, il vient, du fait que je suis sensible, quoi. Non, ce qui me vient des beaux-arts, c'est plutôt des choses un peu théoriques, ou des espèces de maniaqueries théoriques, mais non, ça me vient pas de là, en tout cas. OK, OK. Mais du coup, est-ce que l'esthétique dans vos réalisations, ça reste un point dans tes réalisations, ça reste un point d'honneur? Oui, oui, c'est important. Oui, c'était important. Bah, je sais qu'il y avait Jeunet qui avait fait une belle interview en disant que la France, des fois, avait peur du beau et je suis assez d'accord avec lui, ça veut pas dire que je rejoins son esthétique à lui, hein, mais moi, en tout cas, c'est hyper important de tirer l'image, et le film en règle générale, hein, musique, son, le son aussi, c'est de l'esthétique, hein, à 4 épingles et de faire le film, le plus beau possible. Après, des fois, le beau, ça peut être, faut choisir. Moi, sur Chien de la Casse, c'était, il fallait que ça soit juste et on était dans une esthétique très simple. Mais c'est pas parce que le plan est un plan simple qu'on va pas, le rendre le plus beau possible par rapport à la justesse et à la simplicité, que demande le plan, quoi. Donc oui, oui, c'est important. Après, je ferai jamais du beau gratuitement. Sinon, enfin, tu vois, je suis pas du tout, clipper ou le beau gratuit, c'est plus du clip ou des choses comme ça. Il faut que ça ait du sens, on raconte une histoire et du coup, tout doit faire sens, mais c'est important pour moi quand même, à fond. En parlant de Chien de la Casse, quand même, on peut pas t'avoir dans le podcast sans te parler un peu de Chien de la Casse. Heu, Quand tu t'es rendu à la cérémonie, tu pensais que tu avais combien de chances de gagner ce César? À la cérémonie des Césars? Franchement, je sais pas, je dirais, moitié-moitié parce que dans les films un peu favoris, il y avait aussi Le Ravissement qui est un film, magnifique de Kattenbach, pardon, heu et elle avait, ravi justement, pas mal de prix, où on était ensemble en compétition En compétition, ouais. dans d'autres compétitions, les Lumières, et puis je sais plus quoi. Donc je me disais que non, c'était un peu une chance sur 2. Après, je crois qu'il y avait eu des espèces de sondages, mais bon, on n'y croit jamais ou qui nous donnaient un peu favoris. Donc, Oui, je savais quand enfin, je vais pas, faire le modeste ou le mytho. Je savais, on nous l'avait dit qu'on était quand même favoris. A priori, il y avait, et ouais. puis on le sentait qu'il y avait quand même une affection de la part du métier quand on était entouré des gens un peu des votants, des gens du métier. On sentait qu'il y avait quand même globalement une affection pour Chien de la Casse. Mais après de là à gagner, je pense que je l'ai pas,
bah, j'avais à peine préparé un discours quelques heures avant pour te dire, si vraiment j'étais sûr de gagner, je pense que j'aurais fait comme Rafraf, il devait être plus sûr de gagner. Il avait fait un discours aux petits oignons. Ouais, il est exceptionnel ce discours. Si j'avais été aussi sûr là, franchement, c'est mon regret. Si j'avais été vraiment sûr de gagner, je pense que j'aurais vraiment écrit un discours de fou. Enfin, en tout cas, j'aurais écrit un truc bien. Ah ouais, j'étais un peu pris au dépourvu. On m'avait quand même poussé à l'écrire, donc quelques heures avant, j'avais écrit un truc, mais voilà. Donc non, je dirais, 50-50 quoi, tout est possible, il y a 4 000 et quelques votants, tu peux pas savoir, hein. Oui, complètement. Nous, on a fait nos petites recherches avant et on a vu que vous aviez, un second film qui était en préparation, c'est, L'homme qui avait peur des femmes. Comment on fait pour réaliser un nouveau film après un César? On ne sait pas si cette information est vraie, mais on a retourné internet. Ah bah oui, non, c'est vrai, je l'écris en ce moment, effectivement, ça s'appelle «L'homme qui avait peur des femmes», ben, je sais pas, moi je le prépare, j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau premier film. Après un OK. Mmh. César, la chose qui est plutôt joyeuse, c'est qu'on va pas se mentir, ça facilite vachement la faisabilité du film. Donc je ne suis pas là à me dire, «Tiens, à avoir peur qu'il se fasse jamais». Ouais. Mmh. Maintenant, ça me demande une vigilance accrue de faire quelque chose de qualitatif, malgré la Oui. facilité, que je risque de rencontrer à le faire. Mmh. Et après, j'avoue que le succès du film, en tout cas la reconnaissance, ça a décuplé mon syndrome de l'imposteur, donc Ouais, ouais. j'ai une exigence qui est pas très saine et ouais, il y a une confiance en moi qui est pas au top tout le temps, quoi. Donc je doute beaucoup plus qu'avant, j'ai plus peur. Non, ça a donné vraiment il y a des très bons côtés et des très mauvais côtés. Je de ça d'avoir l'impression en tout cas, ou même si je me le dis pas tous les jours, mais bah, forcément ça va être attendu ou regardé, pas de non plus de millions de personnes, mais quand même des gens qui ont aimé mon premier film, donc tu as pas envie de décevoir, tu te dis: «Merde, j'espère qu'ils vont pas découvrir qu'en fait je suis nul». Tous ces toutes ces conneries dont on se farcit la tête, hein, et en même temps, il y a je je vais pas bouder mon plaisir de savoir que ça va être plus facile, quoi. Et ça, c'est tellement dur de faire des films que c'est miraculeux. Bah, après il y a eu beaucoup de travail avant d'avoir ce César donc Oui, mais après, alors là, franchement, je suis tellement admiratif de tous les autres, franchement, j'en ai vu pas mal des premiers films, l'année dernière et même cette année. Franchement, cette année, j'aurais concouru cette année, c'est le César, il était cramé, quoi. Il y a trop de talent et il y a même des films, que je peux t'en citer, hein, Nos cérémonies, Le marchand de sable de Steve Achipo, hem et je vais en oublier, mais qui étaient même pas nommés au César, qui sont des bijoux. Donc en fait, c'est le César du premier film, mais enfin, c'est moi qui l'ai, mais il y a une génération à récompenser, quoi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent, dans le cinéma français, même Artus, là, cette année, qui est à Montpellier, qui a fait un petit truc en plus, ouais. je vais pas faire une analyse de la qualité du film. Moi, je trouve que c'est sincère, que c'est hyper bien fait dans ce qu'il a voulu faire. Mmh. Il fait Mmh, 10 000 complètement. d'orteils pour un premier long, c'est surréaliste. Donc non, il y a plein de talents, c'est pareil, protéistyle, le cinéma français, donc voilà, non, le César, pour moi, c'est une chance, c'est de la chance aussi, quoi. C'est la petite étoile. Ouais, c'est collectif, quoi, c'est vrai, hein, c'est, distributeur, le public, les critiques, ça se trouve, il y a un mec, il a écrit une tellement bonne critique que, tant de personnes l'ont vu. Enfin, il y a trop de paramètres pour que je m'attribue à moi Ouais. seul le Mmh. mérite de ce César. Oui. Donc comme, à la base on parlait de prochains films, c'est quoi, ta partie préférée dans le processus de création d'un film? Tout sauf l'écriture. L'écriture, j'aime bien, je dirais à 10 du temps quand ça marche, que tu trouves un truc et tout, mais franchement tout sauf l'écriture, et je mettrais même pas le tournage, devant le montage ou devant le mixage ou devant l'étalonnage. Je prends du plaisir vraiment à partir du moment où le film il est en train de préparation. La prépa, j'aime bien, mais je suis pas non plus, mais à partir du moment, oui, où c'est en route, toutes les étapes, j'en séparais pas une de l'autre, quoi. Le tournage, C'est un c'est tout. joyeux parce que c'est humain, et puis on est en train de créer la matière, on est avec les comédiens, les comédiennes, l'équipe technique et tout ça. C'est une aventure, quand même, faut en avoir fait un pour, comprendre, quoi.
Après le montage, c'est encore, c'est autrement excitant, mais c'est génial aussi comme partie. Puis après le montage son ou le mixage, bah, ça y est, ton film, il est là, donc tu peux que l'améliorer, donc c'est trop beau. L'étalonnage, pareil, Ouais. tu peux que le faire mieux, le rendre plus beau. Mmh. La musique, non, franchement, je séparais pas. Mais du coup, pourquoi pas l'écriture? Bah, pour moi, en tout cas, c'est laborieux, c'est l'enfer. J'ai l'impression d'être dans une pièce enfermée face à mes démons, un miroir déformant de toutes mes névroses et de tous mes défauts, quoi. Est-ce que C'est dur, c'est c'est très, très dur d'écrire pour moi, on a une infinie de possibilités et il y a qu'une seule solution et il y a aucune notice qui peut te la donner et j'ai pas un grand plaisir enfin, j'aime bien écrire à 2 ou discuter et tout ça. Il y a quand même des moments de joie, hein. Je dis pas, c'est pas une, tannée non plus. Mais en fait, ça me met dans des états de up et de down qui sont pas bons, quoi. J'ai pas de j'ai pas de maladie, psychique, mais quand j'écris, j'en ai une, je suis vraiment, bipolaire. Donc je suis des fois, très ouais, très EP. Après des fois, j'ai des terribles, moments de dépression, en me disant: «Putain, je suis une merde, j'arriverai jamais à faire ce film. De la merde, pourquoi je fais ça?» Et ça peut durer longtemps des fois, hein. bah, oui, c'est compliqué d'être artistique et d'aller jusqu'au bout de ses projets. Ouais, puis on se met nu quoi, avec à chaque fois là. Est-ce que, tu aurais une casquette préférée pendant un film? C'est-à-dire être réalisateur, technicien, acteur? Bah, en vrai, bah, a priori, mon ambition, ou en tout cas mon envie, elle est sur la réalisation dans la vie. Mais j'ai franchement en tout cas, il y a pas, de grands écarts de plaisir à être technicien, acteur ou réalisateur. C'est des responsabilités qui sont différentes, mais je prends beaucoup de plaisir à être acteur. En tout cas, la différence entre un tournage que je réalise et un tournage sur lequel je suis, c'est que j'ai pas, constitué l'équipe technique et que je suis pas maître du projet. Mais si je tombe sur des gens chouettes, j'ai largement autant de plaisir à réaliser qu'à jouer ou qu'à être, assistant réalisateur ou machiniste, quoi. Tout à l'heure, on parlait de créativité et donc là, je fais un petit peu écho à l'essence d'Obscura. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un étudiant s'il a des projets, mais qui sait pas forcément par où commencer? Bah, déjà de pas se projeter trop loin. Moi, si je m'étais dit: «Ah, ben un jour j'ai envie de faire un long métrage, machin», j'aurais jamais réussi. J'aurais eu trop peur. Donc d'être vraiment connecté à l'envie, présente quoi, de vouloir faire ce film-là. Tiens, j'ai une idée de court métrage et je vais faire ça et de mettre les ambitions au bon endroit. C'est-à-dire de pas vouloir faire le meilleur court métrage de la terre, enfin de pas vouloir révolutionner l'art, à chaque création, mais plutôt de faire quelque chose d'intime qui nous parle à nous et qu'on a envie de faire profondément parce qu'on a ça à raconter quoi et pas, de vouloir épater la galerie et voilà, je pense que et après de faire, 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 faire. Faire et montrer, ça c'est important pour moi. Il y a pas de Un film n'existe pas s'il est pas diffusé. Enfin, un film ou n'importe quelle, œuvre, quoi. C'est comme si vous aviez, Ouais. l'idée de faire une asso et que vous la faisiez jamais. Que vous montiez l'asso, vous avez tous les papiers, tous les numéros, je sais pas comment ça se monte une asso d'ailleurs, mais et que vous ne faites pas la première émission, quoi. Bon, bah, ça sert à rien et Oui. que l'émission vous la tourniez, mais que vous la diffusiez pas. Bon, on est d'accord que donc je pense qu'il faut, ouais, faire, montrer et puis continuer de faire et puis montrer et puis progresser, tirer des leçons, de ses erreurs et pas être son pire ennemi non plus, quoi. Être bienveillant avec soi-même. Je pense que tout le monde, a commencé par faire des trucs éclatés, éclatés par terre. C'est pas grave, quoi. Il y en a non, mais c'est vrai, j'en ai vu des étudiants, ils rêvent tellement d'être le nouveau, Scorsese ou Tarantino ou Denis Villeneuve ou que qu'ils finalement, ils font rien parce que c'est pas assez bien. Non, bah, tu commences, faut se comparer à Denis Villeneuve quand il avait 17 ans, quoi et là, Oui. donc voilà, en gros. C'est très, brouillon ce que j'ai dit, mais c'est ça le con et puis ouais, de travailler avec des gens qu'on aime, de bien s'entourer, de bien se comporter avec les gens. Enfin si, tu vois, si on travaille en collectif, en tout cas que tu as, 10 personnes à bosser avec toi, bah, tu parles bien aux gens, tu les respectes,
et cetera, quoi. Tout ça, hein, de mettre les valeurs humaines au centre. C'est pas parce qu'on a des Ouais, c'est pas parce que, on est, altruiste et tout ça que c'est, contradictoire avec l'ambition. Au contraire. Ouais. Mmh. Complètement. Du coup, tu parlais justement d'avoir vu des élèves. Je crois avoir trouvé que tu as été professeur, que tu as donné des cours. Tu as le professeur, le mot est j'ai l'impression d'être vieux. Oui, j'ai donné des cours, Intervenant, ouais, ouais, je sais à un peu, Travelling, non? bah, dans plein d'écoles en vrai, oui, à Travelling pendant 3 4 ans, donc j'en ai eu des centaines d'élèves, hein, sur la ville de Montpellier. Pauvres élèves qui m'ont ouais, des faits à Travelling, au cours Cloran, au conservatoire, à la compagnie maritime, au plateau, dans plein d'écoles, Donc du coup, tu as enseigné parce que tu avais besoin de transmettre ce que tu sais, aux jeunes cinéastes? bah, je sais pas si je sais des choses, mais en tout cas, ouais, c'était très important pour moi, au-delà de remplir mon frigo. C'était, majoritairement parce que la pédagogie et la transmission, c'est essentiel pour moi et j'ai l'impression que ça crée du sens. C'est ouais, c'était pas, enseigner un savoir théorique, c'est un partage. C'est-à-dire, moi en gros, je suis pas meilleur qu'eux, j'ai juste plus d'années d'expérience. Donc j'ai juste 10 ans d'expérience de plus qu'eux et eux m'ont autant appris que ce que j'ai appris, en fait. C'est hyper intéressant, c'est un aller-retour et et puis moi qui aime, l'humain et tout ça, c'est chouette. Donc je préfère l'idée d'intervenant que professeur. Moi, je n'ai jamais été bon à l'école. Et en tout cas, ouais, je suis un professionnel intervenant et je pars ouais, en tout cas, ma façon d'enseigner, c'était surtout de partager mon expérience. Après évidemment que j'inculquais, certains fondamentaux, mais qui font partie de mon expérience. De dire: «Bon, bah, si je te dis ça, c'est que ça me sert». Donc c'était ouais, la plupart du temps, donner des petits secrets, des: «Tiens, bah, moi, j'ai vécu ça quand j'ai écrit mon film, c'est vrai que c'est quand même intéressant de commencer par la structure, puis, d'écrire les dialogues un peu plus tard». Sur un tournage aussi, j'ai encadré pas mal de tournages à Travelling, c'était vraiment, bah, ouais, tous les petits trucs que tu as appris en 10 ans ou en 15 ans de métier, bah, tu les transmets. Après bon, les élèves, soit ils se torchent avec ce que tu racontes, soit ils le prennent, hein, ou soit ils se torchent et puis, quelques années plus tard, ils le prennent. Mais, c'était génial humainement, il y a plein d'élèves aujourd'hui avec qui je suis encore en contact, c'était top. Là, j'ai un peu moins le temps, mais je continue d'intervenir, mais sur des formations plus professionnelles pour des gens déjà professionnels. Mais ça reste un partage et si je vais continuer, j'espère en tout cas, refaire dans des lycées, des fois, je fais des interventions, tout ça. Et puis voilà, comme vous, là, vous êtes étudiante, c'est vrai que cette année, j'ai accepté, très, très, très peu d'interviews, mais la plupart du temps, quand des étudiants me demandent, ça fait tu vois, je donne plus de cours, mais je partage mon expérience autrement, tu vois? Ça passe par un Mmh, interview, mmh. un Ouais, podcast. ouais. Bah, surtout que nous, on est vraiment hyper axés étudiants, donc vraiment, c'est eux qu'on vise. Eh bah, magnifique. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi dans l'industrie du cinéma quand on est un réalisateur et qu'on est un jeune réalisateur? Eh ben, au risque de me répéter, je pense qu'il faut marteler, il faut pousser dehors la génération de gens, malveillants ou irrespectueux et être, ouais, être, respectueux, bienveillant, altruiste, humain. Ça, c'est ça qui est mais je me souviens plus comment tu as formulé ta question, pardon. J'ai dit, aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi dans l'industrie du cinéma en tant que réalisateur ou que jeune réalisateur? Bah, voilà, de remettre l'humain au centre et comme l'a dit très bien Monia Chokri et d'autres, jeunes réalisatrices et réalisateurs, ça n'empêche pas de faire des super films, quoi. Quand on me montrera qu'un tournage qui s'est très mal passé a fait des meilleurs films qu'un tournage qui s'est très mal passé, je m'inclinerai, mais jusqu'à là, je n'ai pas de contre-exemple à ça. Donc on peut très bien faire des bonnes œuvres et des bons films en étant, des très bons humains. Le tournage sur lequel je suis en ce moment là, de Julia Kowalski, Que ma volonté soit faite, c'est une humaine extraordinaire, toujours la patate, le sourire, gentille avec tout le monde et je suis persuadé qu'on est en train de faire une masterpiece et que le film va être incroyable. Donc au contraire, je pense même qu'on va améliorer l'art en étant plus humain. Donc c'est ça pour moi le plus grand défi et voilà. Après sinon je me répéterai par rapport à ce que j'ai fait dans l'interview. Du coup, par rapport à ça, dernièrement, tu as beaucoup tourné, donc on va te voir, prochainement beaucoup au cinéma.
Beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, ouais, j'ai tourné dans bah, en ce moment, enfin, là, c'est en train de sortir des salles, mais il y avait Miséricorde et là, j'ai fait, 2 bah, c'est des rôles secondaires, mais ça me va très bien d'ailleurs. 2 rôles secondaires sur un film, premier long métrage de Valérie Carnoy, c'est un film franco-belge OK. avec Fessal Naflou et Samuel Kircher qui s'appelle La danse des renards, film, sur la boxe, enfin sur un internat de boxe où, je joue le coach et puis Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski, Ouais. Mmh. qui est un conte de sorcière féministe, pareil qui va être, je pense les 2 films, franchement, c'est pas parce que je suis dedans, mais je pense que ça va être des très beaux films. J'espère que je vais pas les gâcher justement et après je suis dans une scène, dans un autre long métrage, Love Me Tender de, Anna Cazenave Cambé avec l'actrice Vicky Krieps et là j'ai une scène et voilà. Bah, 2 films, c'est bien, hein. En plus, je suis pas, acteur, à plein temps, donc moi, ça me va très bien. Je trouve ça beaucoup déjà. Bah, oui, oui. Puis nous, on a hâte de te voir au cinéma. Ah oui, oui. Comment est-ce que tu aborderais peut-être un rôle quand tu le reçois? Comment est-ce que tu l'abordes? Comment est-ce que tu te mets dans le personnage? Comment tu choisis de prendre ce rôle aussi? Moi, j'ai pas encore eu à refuser des rôles et comme je disais, j'ai l'impression que je rencontre souvent des gens, il y a quelque chose en tout cas, voilà, les 3 films que j'ai faits, je comprenais, vraiment pourquoi ils m'avaient choisi et c'était des rencontres, avec des gens qui m'ont immédiatement plu. Au-delà des films, des projets, heu, j'avais vu les films précédents des réalisateurs, que ce soit Alain Guiraudy, Julia Kowalski ou Valérie Carnoy et leurs films, précédents me plaisaient beaucoup, leur univers me plaisait donc je trouvais ça presque, il y avait quelque chose un peu de l'ordre des étoiles ou de la magie d'avoir des films qui me parlent en profondeur. Je comprenais, pourquoi on me proposait, pourquoi ces gens avaient envie que je pénètre leur univers et comment je prépare le rôle, ben, en tout cas, j'ai été assez attentif, heu et je dis pas vigilant, je dis attentif au fait que je comprenne pourquoi, c'est pertinent que je fasse le rôle. Et quand je comprenais pas, je l'ai demandé et j'ai eu un peu une discussion, franche avec Valérie Carnoy parce que le rôle du coach, par exemple, sur le papier, moi, je trouvais que c'était un mec hyper viriliste, qui gueule tout le temps, un peu ouais, le mec, vraiment, j'ai l'impression qu'il devait faire 1,90 m, être hyper musclé et mais je disais: «Mais moi, je suis beaucoup plus doux, je suis plutôt sensible et tout ça, je comprends pas pourquoi tu veux que je fasse ce rôle». Il m'a dit: «Beh, justement, c'est ça qui est bah, c'est ça qui va donner du contraste au personnage et tout». Je dis: «Ah OK, bah, si tu le vois comme ça, il y a pas de souci, mais moi je vais pas me rentrer dans la carcasse d'un mec viriliste, misogyne, qui gueule tout le temps». Il m'a dit: «Non, non, mais c'est» voilà, je l'ai écrit et après voilà, on l'a affiné et quand j'étais sur le plateau, c'était hyper, il y avait quelque chose de très logique et mais ouais, je sais pas, vu que j'ai peut-être un profil un peu atypique, on me propose pas des rôles, improbables ou incohérents quoi, et je pense que des rôles, sur des projets qui me parlent pas du tout, où j'ai l'impression qu'on me prend uniquement parce que j'ai une tête rigolote, ou alors jouer le mec, le mec du peuple parce que j'ai une gueule un peu cassée. C'est si l'idée politique derrière me semble douteuse, je refuserai. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le milieu au final? Je sais pas, plein de choses et plein de gens, les gens qui font leur travail avec sincérité. Moi, je pense que j'aime beaucoup les gens qui font des choses très différentes de moi. Du moment qu'il y a de la ouais, que ça va au bout d'un geste, que c'est fait avec honnêteté. Moi, des fois, on me dit: «Tiens, ce film devrait te plaire parce qu'on voit des villageois ou des lascars». Non, moi, j'aime des films très, très, très différents sur le papier de ce que je fais, Mmh. mais où il y a quelque chose de ouais, de bouleversant parce que d'humain, de sensible, je pense que j'aime ça, quoi. Je crois que c'est pas du tout votre question, Si, si, Si. ça rentre. Ah oui. Ça répond à la question. Ah oui. C'était pas forcément, enfin, qui vous inspire ou qu'est-ce qui t'inspire? Ça c'est qui ou qu'est-ce que c'est? Toi qui décides. C'est comme la question. non, mais il y en a qui m'inspirent pas, tu vois? Je suis fan, j'aime beaucoup, un acteur avec qui je rêve de bosser un jour, Benoît Magimel, après je vais pas dire qu'il m'inspire. Heu, je le connais pas personnellement, mais tu vois ce que je veux dire, quoi? Je vais pas dire, que Benoît Magimel m'inspire. Mais sinon,
Non, si je connais pas les gens, je vais pas te dire: «Ah, je suis inspiré par l'abbé Pierre et par je sais pas qui», tu vois? Dans les gens que je connais, Emma Benestan, Hubert Charvel, Anaïs Thélène, Valérie Carnoy, ça, c'est des gens qui m'inspirent, quoi, qui sont, Julia Kowalski, là, pour qui je suis en donc je vais, Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatea Pellucci. Moi, les gens que je connais et avec qui j'ai apprécié de bosser, heu, moi, je peux pas citer des gens que je connais pas personnellement. Parce que des fois, tu as une image publique et puis, c'est vrai, on se méfie de tout et tout le monde aujourd'hui, hein. En parlant du travail des autres, comment est-ce que toi, tu qualifierais ton travail à toi? Bah, alors là, ça, c'est pas mon boulot de le dire, hein, j'en sais rien. Comment est-ce que toi, tu le perçois en le mettant en scène, en le produisant? Le travail à moi, c'est je fais comme je peux avec ce que je suis et j'essaye de faire le mieux possible, avec mes limites et j'ai l'impression que mon seul talent, c'est ma sincérité, quoi. Après ça me rend fragile, mais voilà, je qualifierais mon travail de je sais pas, non de chanceux, quoi, moi j'ai eu l'impression d'être un miraculé quand j'ai vu que Chien de la Casse plaisait à autant de gens, différents donc sincère et miraculé, voilà. C'est d'en Mmh. faire miraculé. OK. On va rester dans les questions un peu personnelles. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi qui a 8 ans, si tu pouvais le revoir aujourd'hui? Incompris, pardon, à mon corps? À ton toi de 8 ans. Ah, au gamin que j'étais à 8 ans. Bah, j'ai toujours mon moi de 8 ans. Je lui dirais, non, mais je pense que mon moi de maintenant avait parlé à mon moi de 8 ans et il m'avait dit: t'inquiète pas, ça va aller». Il avait raison. J'aimerais bien que mon moi de 80 ans, il me dise: «T'inquiète pas, ça va aller». J'ai besoin qu'on me dise: «T'inquiète pas, ça va aller». Je suis un peu un angoissé. Toujours une question un peu personnelle. Ça fait un moment que je te suis maintenant et sur toutes tes photos sur Insta, tu fais tout le temps ce geste-là. C'est quoi l'histoire? Ah ouais, mais là, tu fais un podcast, tu es obligé de décrire le geste. Comment on décrit ce geste? Je sais pas. Un arc de cercle avec le pouce et l'index Ouais. Voilà. qui fait un rond Mmh. et qu'il est préférable de mettre en dessous de la ceinture si on veut, respecter les règles. Ben, ouais, c'est un jeu débile, traditionnel, je dirais fait, pratiqué, plutôt par les adolescents ou les, adolescents attardés, qui consiste à quelqu'un regarde ce cercle, il est censé prendre une sentence, un coup sur l'épaule. Donc il y a une avec une croix, puis un coup, puis on et voilà, ça s'appelle la branchade ou Mais le comment et du coup, non, mais c'est dans Chien de la Casse parce que c'était vraiment une dédicace aux aux traditions ancestrales de mon village et de mes potes. OK. On jouait tout le temps à ça, quoi, comme des couillons et du coup, dans Chien de la Casse, il y a 2 séquences où les personnages jouent à ça et du coup, je sais plus, je crois que c'est Raph le premier à avoir fait ça sur une photo et après je l'ai repris comme une espèce de gimmick, Ouais. heu, ouais, comme un gimmick de communication, quoi. Donc du coup, tu mets un petit peu Pour le coup, j'en ai fait de la com sur les réseaux sociaux, tu as vu? C'est absolument, pas trop oui. mal géré. Non, non, c'est pas mal. On se pose des Ouais, c'est questions. donner un symbole, s'il y avait vraiment un symbole au film et que du Mmh. coup, il y a un smiley, Ouais. qui correspond à ça et après de le remettre sur les Mmh. photos, c'est repris, enfin ça donne un ouais, c'est Oui, bah, oui, la com, elle Mmh. était, partout dans le cinéma. Bah, ça a bien marché. Notre seule Et arme, avec le budget qu'on avait, c'était nos cerveaux, hein, donc ça, c'est gratuit le cerveau. est-ce que tu penses que Chien de la Casse, par exemple, il a autant plu parce que tu as mis une partie de toi dedans? Tu l'as qualifié de sincère, ton travail. Est-ce que c'est parce que tu mets un peu une partie de toi? Bah, non, ça dépend qui on est, quoi, Oui. ça dépend de qui on est. Je pense qu'en tout cas, ce que j'avais à raconter, heu, non, c'est ce que j'avais à raconter qui je sais pas, non, je sais pas, c'était que je ne le savais pas forcément, mais il y avait je pense que si on est, pour être très universel, faut être très précis et Ouais. que je voulus être précis dans l'expression d'un sentiment humain et sans le savoir, j'ai fait quelque chose, qui a été plus universel que ce que j'aurais pensé et je pense que, bah, c'est ce qui fait qu'il a parce que je dis qu'il a plu, oui, il a plu à beaucoup de gens, c'est si chouette. Il y a des gens qui ont pas aimé et puis je leur en veux pas du tout, mais ça parle enfin ça a pas plu à tout le monde. Mais moi, c'était aussi l'importance de prendre le temps, quitte à avoir de la lenteur, même au début du projet et quitte à perdre un peu en efficacité, être nuancé dans ma caractérisation du personnage. Je voulais pas que le personnage, il soit,
méchant au début, puis gentil à la fin. Je voulais que ce soit vraiment complexe et qu'on mette vraiment le temps du film à rencontrer, la complexité de cet individu, ses névroses, ses peurs, pourquoi il agit comme ça et qu'est-ce qu'il a de tu vois? Quelles sont ces fissures qui laissent entrer la lumière, ces parts d'ombre et que ça se tisse, tout au long du film et non pas, au début il est comme ça, puis à la fin il devient comme ça et d'être nuancé un peu en tout point et ça c'était ma radicalité, c'était la nuance et peut ça a plu, une façon de raconter une histoire ou un personnage qui était pas, si classique que ça, quoi. Ouais, je pense que ça fait partie des choses Ouais. qui ont plu. Et après j'ai eu la chance de rencontrer aussi des acteurs pour les incarner, hein, il faut ça encore une fois, c'est une œuvre collective et puis après des techniciens pour les mettre en lumière, comme il fallait, quoi. Mais Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Nathan Legracier, puis tous les gens qui ont Galatea Bellucci, Mélanie Martinez, je vais pas tous les citer, mais il y a pas que 3 acteurs dans mon film, il y en a Oui. 22 Oui, oui. et j'ai eu la chance de bien les avoir, quoi. Et donc tu parlais de complexité des personnages dans Charles Lacasse justement et j'ai pu voir que tu avais mis la philosophie, au centre de certains personnages. C'est large la philosophie, hein. Oui, mais certains grands auteurs. Ouais, bah, il y a Montaigne qui est cité dans le film par le personnage. Bah, après moi j'ai pas fait d'études de philo ni rien, je suis philosophe du dimanche, j'écoute Le Précepteur d'ailleurs qui est de Montpellier, tu vois? Donc j'écoute des vulgarisateurs, philosophiques, Cosmos, Le Précepteur. J'ai lu quelques bouquins mais je suis pas non plus, mais en tout cas j'ai mis la lecture au centre, plus que la Ouais. philosophie. Heu, la lecture, parce que pour moi, et encore je suis lecteur, pareil je suis pas un boulimique non plus de lecture, je lis, j pas mal je pense mais ça me semble important dans cette idée de ralentir le temps, de la nécessité du vocabulaire, des mots, enfin la lecture c'est quand même, c'est pas approuvé que ça améliore l'empathie, ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit justement la complexité, enfin c'est hyper important de lire, ça doit être, il y a une urgence quoi à retrouver, pour toutes les qualités que ça offre et ça c'était une des, ouais, des envies politiques du film de remettre, de donner de l'importance à la lecture et d'avoir un personnage qui lit. Mmh. Donc moi, bon, je l'ai fait dans la petite, bibliothèque de mon personnage, il y a Montaigne, il y a Hermann Hesse, il y a John Kennedy Toole, heu, mais après peu importe les auteurs qui lit, je Ouais, voulais que ce personnage lise. ouais. Voilà, le fait d'avoir un personnage qui lit et que ce n'est pas un enjeu du film, c'était, une nécessité politique pour moi et encore une fois, il y a pas, je suis pas en train de dire, la politique, faut aller là ou là ou là-bas. La politique, elle est humaniste, elle est, ralentissez le temps, éduquez-vous, le monde, il est complexe donc arrêtons d'être binaires, le bien, il est là, le mal, il est là-bas. Voilà, le comme dit Jean Birbonne, dans le brouhaha des évidences, il y a pas plus radical que la nuance. C'est ça mon combat, si tant est que j'en ai un. En tout cas, c'est ça qui me dévore, OK. c'est important pour moi. Ouais. Et ben, on est arrivé au bout de toutes nos questions. C'est maintenant le moment de la question signature obscura. Kitty, je te laisse la poser. Quel est ton film préféré? Est-ce que tu pourrais nous le décrire en 3 mots? C'est dur. Mmh. Non, mais je réponds toujours le même film, c'est celui-là qui reste à chaque fois qu'on me pose la question, Les Amants du Pont-Neuf d'Elox Carax. Et en 3 mots? En 3 mots, je dirais, classique, radical et amoureux. OK. C'est pas mal. Sont nuls mes mots, mais C'est ce qui vient là. Et ben, écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir pris, un petit peu de temps pour nous répondre et on est très honorés que tu passes dans ce podcast. Ah oui, vraiment. c'est moi qui suis honoré. Bah, merci de l'invitation et puis, bonne chance pour le montage et voilà. Bah, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir écouté le podcast jusque-là. On espère que vous avez apprécié votre écoute autant que nous avons eu de plaisir à le réaliser. On aimerait remercier chaleureusement Jean-Baptiste d'avoir participé à ce projet, aux coachs Elsa, Adrien et Aurore de nous soutenir dans la mise en œuvre de ce projet. Un petit clin d'œil à Paulin pour l'aspect technique du podcast et merci à toute la team Obscura sans qui ce podcast n'existerait pas. Et en attendant, on vous dit à la prochaine pour l'épisode 2.